première sur le JE2, mais au moins pour nous, c'en est une. Avec André Tricot, qui est souffrant, mais qui a quand même accepté de faire la visioconférence, mais il ne se sentait pas en mesure de prendre l'avion et de nous rejoindre aujourd'hui. Mais il fait quand même l'honneur d'être avec nous. Et nous poursuivrons notre après-midi comme prévu, avec à la Vincent, M. Lambert et la table ronde et ses différents chevaliers pour arriver à continuer à débattre de votre question. Et là, sur les aspects aussi plus pédagogiques, et puis nous avons Madame la secrétaire, Madame Royer, qui est avec nous cet après-midi pour nous accompagner en début de conférence. Démarre tout de suite ? Ok. Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. J'ai un virus qui m'a attaqué il y a 2 ou 3 jours. Je vais faire une présentation. Pendant la présentation, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Et à l'issue de la présentation, on va installer un autre système qui permettra que nous échangions, que je puisse vous entendre. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de faire un petit peu le point sur les apports du numérique dans le domaine des apprentissages scolaires et notamment d'essayer d'étudier les grands mythes, les grandes promesses qui ont été faites à propos du numérique à l'école. Quand je parle de numérique dans cette présentation, je parle en réalité des technologies de la mémoire et de la communication, c'est-à-dire les techniques dans un premier temps, les technologies dans un deuxième temps qu'ont développé les êtres humains pour échanger des informations, pour transmettre des informations et pour archiver des informations, stocker des informations. C'est une histoire qui est longue. Et les grandes étapes de cette histoire ont chaque fois eu une importance prépondérante sur la façon dont nos cultures ont évolué et la façon dont nos écoles ont évolué. J'ai fait ce petit schéma simplement pour attirer votre attention sur le fait que, si on prend l'exemple de la grammaire et de l'orthographe, il faut se rappeler qu'en français, la grammaire et l'orthographe ont été inventées après l'imprimerie et je voulais avec ça faire un clin d'œil sur un fait qui me semble important, c'est que les entreprises de normalisation dans les technologies de la mémoire et de la communication sont postérieures aux innovations technologiques et sans doute que la révolution, la période que nous sommes en train de vivre est une période où les entreprises de normalisation sont un petit peu en retard, ce qui expliquerait l'état un petit peu chaotique dans lequel se trouvent certaines de nos institutions ou certaines de nos pratiques. Alors, je vous propose le plan suivant. D'abord, essayer de faire un petit peu le point sur les enthousiasmes ou les craintes qui sont souvent démesurées par rapport au numérique. Ensuite, revenir sur les apprentissages scolaires et montrer comment, quand on prend au sérieux la question des apprentissages scolaires, on peut défendre une entrée des apports du numérique centrée sur les fonctions pédagogiques et voit ainsi une place souvent très intéressante du numérique dans les apprentissages scolaires à partir du moment où on considère ces outils comme des outils et rien de plus que des outils. Le point 4 sera en quelque sorte la conclusion de ma présentation. J'ai trouvé cette citation dans une thèse qui a été soutenue il y a quelques années. C'est donc un étudiant qui m'a fait découvrir cette citation. Je ne sais pas si en la lisant, elle vous inspire quelque chose, si vous imaginez quel est l'auteur qui a pu dire ça, ou
à quelle période on a pu dire que les livres allaient être bientôt obsolètes dans les écoles. Et si on regarde la citation en entier, on peut attraper quelques indices qui nous font peut-être mieux deviner de qui est cette citation. Cette citation, elle est de Thomas Edison et elle date de 1913. Et si vous regardez l'argument qui est dessous, c'est un argument qui semble absolument rationnel et c'est un argument qu'on a entendu sous une forme légèrement différente avec l'arrivée de la radio, avec l'arrivée de la télévision. Quand on dit les grandes étapes des technologies de l'information et de la mémoire ont toujours préoccupé les inventeurs, les créateurs, les personnes qui réfléchissent un petit peu et l'impact que ça pouvait avoir sur l'école. Et souvent, on est assez impressionné par le faible impact de ces technologies de la mémoire et de la communication sur l'école. Autrement dit, Thomas Edison était sans doute loin d'imaginer à quel point le cinéma allait avoir un impact sur notre culture, sur notre art, et un si faible impact sur l'école. Le cinéma n'est toujours pas rentré dans nos écoles ou si peu, tandis que les livres y figurent à bonne place. Et si je vous donne cette citation, c'est tout simplement pour dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce qu'on ne prend pas le risque de vivre la même chose avec le numérique, c'est-à-dire prêter des vertus au numérique et qui va sans doute dans d'autres sphères de notre vie, mais pas à l'école. Si on revient un petit peu en arrière, les grandes étapes des technologies dont je vous parle ont été chaque fois en lien direct avec ce qui passait à l'école, comme l'imaginait Thomas Edison. Et on a trouvé récemment et traduit une tablette qui a un peu plus de 4000 ans et dans laquelle on trouve déjà des exercices de maths avec leurs corrigés. On ne sait pas encore bien si c'était un livre du maître ou si c'était des exercices corrigés directement pris en main par les élèves, mais la préoccupation des écoles pour les tablettes, ça date manifestement pas d'aujourd'hui. Le numérique dont on parle, c'est le couple ordinateur personnel accès à l'Internet et les grands logiciels de bureautique, disons ça pour aller vite, ont envahi nos vies à une vitesse qui est assez incroyable, sans doute unique dans l'histoire de l'humanité. Si on prend Google, Wikipédia, Twitter, Facebook, on est dans les pays riches, pour les jeunes, c'est-à-dire les enfants, surtout les adolescents, les jeunes adultes, à une utilisation plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, pour beaucoup de cette tranche d'âge. Le numérique, c'est aussi des effets, par exemple, sur la lecture. La même enquête conduite avec quasiment 40 ans de distance aux États-Unis sur le temps que les Américains moyens passent à lire chaque jour. On passe de 1h46 au début des années 1970 à 4h30 au début des années 2010, si on définit lecture comme le temps passé à lire pendant des périodes de plus d'une minute. C'est qu'on a éliminé de ces enquêtes lire une brochure, lire un panneau. Si on revient à mon schéma de tout à l'heure, ça voudrait dire qu'on est passé de l'invention de l'écriture au début des années 1970 de 0 à 1h46 et du début des années 1970 à aujourd'hui à 4h30. Donc les effets de la révolution que nous sommes en train de vivre, par exemple sur la lecture, sont absolument impressionnants. Et c'est sans doute ce caractère impressionnant qui a fait qu'on a imaginé des conséquences du numérique très profondes sur l'école. Et j'ai appelé ça des mythes, c'est des choses qu'on entend, qu'on répète à l'envi, et des affirmations souvent accompagnées de « tout le monde sait bien que ». Et ce que je vous propose de faire, on l'a fait dans un petit bouquin il y a 4 ans maintenant, c'est d'examiner ces mythes, c'est-à-dire regarder ces affirmations comme on est plus motivé quand on apprend avec le numérique, et voir s'il y a des travaux qui sont conduits dans ce domaine, des travaux de recherche,
Et que montrent ces travaux de recherche quand ils essayent de voir si cette affirmation correspond à une réalité observable ou pas. Si je prends le premier, on est plus motivé quand on apprend avec le numérique. Il y a énormément de littérature sur ce point. Beaucoup de chercheurs ont essayé de mesurer la motivation des jeunes et des moins jeunes dans l'utilisation des outils numériques. Et les résultats qu'on obtient dans cette littérature sont généralement cohérents avec cette affirmation. En moyenne, quand on demande, par exemple, à des élèves d'apprendre pour la moitié d'entre eux quelque chose avec un outil numérique et pour l'autre moitié d'entre eux la même chose mais avec un autre outil non numérique, en moyenne, on a un effet favorable sur la motivation avec l'outil numérique. En moyenne, ça ne veut dire pas toujours, c'est un effet qui est obtenu en moyenne, mais pas systématiquement. Mais de façon intéressante, on voit des résultats qui montrent que ça dépend de la tâche. Par exemple, une expérience dans une classe au niveau lycée, on propose à des élèves une tablette ou papier-crayon pour une tâche de lecture ou pour une tâche d'écriture. Eh bien, les élèves sont plus motivés par la tablette avec la tâche lecture. Par contre, avec la tâche écriture, le gain de motivation n'est pas du tout obtenu. Ils préfèrent écrire avec papier-crayon qu'avec une tablette, ce qui montre que les lycéens ont un peu de jugeote parce que c'est pas du tout pratique d'écrire avec une tablette. Autant prendre quelques notes, oui, mais véritablement écrire un texte, faire une rédaction, ça n'est pas du tout pratique. Et surtout, un autre résultat, même qui a été obtenu pour la première fois à ma connaissance par des collègues pas très loin d'ici, à Rennes, c'est que la motivation peut être sans lien avec l'efficacité de l'apprentissage. Vous concevez deux situations, une avec le numérique, l'autre avec d'autres outils, et vous pouvez très bien obtenir le résultat suivant, c'est qu'avec l'outil numérique, les élèves sont plus motivés pour apprendre, mais avec l'autre outil, ils ont une meilleure note à la fin, ils ont mieux appris, leur gain d'apprentissage est plus important. Autrement dit, c'est un résultat qui est absolument pas original, bien entendu. La motivation est nécessaire pour apprendre, mais elle n'est pas suffisante, et donc augmenter un petit peu la motivation n'améliore pas nécessairement l'apprentissage. Si on prend un autre mythe, comme apprendre en jouant grâce au numérique améliorerait les apprentissages, il y a aussi de la littérature là-dessus. Pas tant que ça, alors qu'il y a énormément de littérature sur les serious games, peu de littérature mesure vraiment les gains d'apprentissage. Il y a un effet en moyenne qui est positif, qui est assez modeste, du genre 10-15%. L'effet est obtenu si et seulement si le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe qui n'apprend pas dans la condition serious game, est en situation d'apprentissage passif. Par contre, dans les expériences où on compare un groupe en serious game et l'autre dans une autre situation d'apprentissage actif, en résolution de problèmes par exemple, alors le gain des serious game disparaît. Autrement dit, le gain ne serait obtenu que quand on compare à un groupe passif, ce qui revient à se poser la question de la spécificité des serious games. Est-ce que tout simplement les serious games ne seraient pas un moyen comme un autre d'amener les élèves vers des apprentissages plus actifs? Un deuxième fait important de cette littérature, c'est que le gain, vous voyez, 10-15%, n'est pas très important, et il est encore moins important quand on compare les élèves qui apprennent avec un serious game avec les élèves qui apprennent la même chose dans une autre condition. Autrement dit, quand on compare la condition serious game, non pas à zéro, mais à quelque chose. En effet, c'est un biais méthodologique qu'on oublie souvent de tenir en considération. C'est pas parce que les élèves dans la condition serious game ont progressé de 15% que le gain du serious game peut être de 15%. Il faut regarder l'autre groupe, quel est le gain, et faire une sorte de gain différentiel. Et on a à cet égard souvent de bien mauvaises surprises, c'est-à-dire quand on retranche l'apprentissage avec les serious games à l'apprentissage obtenu dans d'autres conditions,
le gain n'est pas de 10 à 15%, mais parfois de 2, 3, 4%. Il y a une autre chose qu'on connaît dans la littérature sur les apprentissages avec le jeu, c'est que si les élèves apprennent en jouant, ça c'est à peu près incontestable, ils apprennent surtout à jouer. Le fait d'apprendre des connaissances scolaires en jouant à un jeu, à un véritable jeu, c'est extraordinairement difficile et il y a très peu de littérature en dehors de jeux spécifiques comme en mathématiques, le jeu des annonces ou la course à main qui permettent des apprentissages. Sans doute que les résultats bien modestes dans ce domaine viennent de la grande difficulté qu'il y a à concevoir des jeux qui permettent aux élèves de vraiment jouer et de vraiment apprendre des connaissances scolaires. Un autre mythe qui a été archi rebattu et qui a eu un succès absolument incroyable, c'est le mythe selon lequel le numérique favorise l'autonomie des apprenants. Vous avez c'est plutôt la nécessite des apprenants autonomes pour pouvoir apprendre dans des environnements comme cela. Il faut que les élèves, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, aient une grande autonomie du point de vue de leur motivation, de leur stratégie d'apprentissage, de l'organisation de leur temps, de l'organisation de leur activité, etc. Autrement dit, les gens qui sont capables d'apprendre de façon autodidacte toujours existé. Ils existent encore aujourd'hui, mais ce sont sans doute des gens exceptionnels. La grande majorité des individus dont je fais partie sans doute ont besoin de scénarios, ont besoin de guidage, ont besoin de dispositifs qui indiquent des progressions, qui indiquent des activités pour permettre l'apprentissage. Un autre mythe, cette fois-ci, j'ai pris un mythe négatif, c'est-à-dire qu'au lieu de parer le numérique de toutes les vertus, le pare de tous les défauts, c'est l'idée selon laquelle la lecture sur écran détériore les compétences en lecture des jeunes lecteurs, voire leur capacité attentionnelle. C'est quelque chose qui a été popularisé par un journaliste américain qui s'appelle Nicholas Carr il y a quelques années avec son fameux article « Is Google making us stupid ?» et ça a été repris à l'envi. Quand on regarde de près la littérature dans ce domaine, on se rend compte que, en fait, les résultats sont complètement différents. Si on examine les résultats obtenus dans les années 1980-90, à l'époque où il y avait des écrans rétroéclairés qui vous fatiguaient l'œil, à l'époque où il y avait des personnes qui concevaient des documents numériques qui étaient tout simplement mal conçus, par exemple un fond d'écran noir avec des lettres rouges, des lignes, des suites de caractères qui étaient beaucoup trop longues, 120 caractères, 160 caractères sur une ligne. Autrement dit, toutes les conditions étaient réunies avec les ordinateurs d'avant et avec les concepteurs de documents d'avant pour que, effectivement, la lecture soit beaucoup plus difficile. Quand on examine la littérature, on va dire après 2000 et surtout après 2010, on voit des résultats qui sont complètement différents. Il n'y a pas de détérioration de la qualité de la lecture quand on compare, par exemple, la lecture sur papier et la lecture sur liseuse ou sur un écran sans ce rétroéclairage qui fatigue les yeux. Les compétences en lecture sur écran et en lecture sur papier, si on prend la lecture au sens basique, au sens fondamental, la reconnaissance des mots écrits, les compétences sont les mêmes. En revanche, la lecture numérique exige le développement de nouvelles compétences qui sont propres au numérique, des choses aussi simples que le choix de la lecture, des choses aussi simples que l'évaluation
de l'honnêteté de l'auteur, de la compétence de l'auteur, des intentions de l'auteur, qui étaient des compétences qu'on travaillait très tardivement dans la scolarité quand moi j'étais élève. Aujourd'hui, ces compétences semblent être des compétences importantes chez les élèves dès la fin du cycle 3, le début du cycle 4, être capable d'évaluer la pertinence d'une information, mais aussi l'honnêteté de l'auteur, sa compétence, sa légitimité, est sans doute très important puisque nous sommes dans un contexte où on peut lire des textes de n'importe qui racontent n'importe quoi à n'importe quel sujet. Un autre mythe qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui des digital natives. Vous savez, l'idée selon laquelle les élèves utilisent efficacement les outils numériques parce que, tout simplement, ils ont grandi avec. Donc ça, c'est une histoire qui date du début des années 2000, la fin des années 1990 pour les premières versions. Et quand on examine la littérature dans ce domaine, on a, je crois, des résultats qui valent le coup d'être examinés de façon détaillée. Ce que montre la littérature, c'est que effectivement, pour ceux qui regardent leurs usages personnels, les élèves qui ont grandi avec un ordinateur ou avec une tablette sont capables de faire tous les jours ce qu'ils font tous les jours. Par exemple, dans une enquête auprès de 850 jeunes entre 12 et 25 ans, on a confirmé un résultat qui a été obtenu avant nous, qui est que les jeunes qu'ils soient enfants, adolescents ou jeunes adultes, de cette tranche 12-25, les jeunes qui utilisent Wikipédia fréquemment, savent chercher une information sur Wikipédia, trouver l'information qu'ils cherchent sur Wikipédia et savent comprendre l'information qu'ils cherchent sur Wikipédia. Par contre, quand on s'intéresse à cette population-là, on voit que le fait d'utiliser tous les jours Wikipédia ne permet pas, par exemple, de comprendre le modèle éditorial de Wikipédia. Comment est écrit, par qui est écrit un article, quel est le processus d'évaluation des articles sur Wikipédia. La plupart des usagers ne le savent absolument pas. Autrement dit, un usage quotidien vous permet de faire ce que vous faites quotidiennement, ça vous permet pas forcément de comprendre tous les aspects de l'environnement dans lequel vous vivez. Et le deuxième argument que je voudrais examiner en détail concerne le fait qu'à l'école, pour l'essentiel, on réalise des tâches spécifiques, c'est-à-dire on réalise des tâches qui sont sans rapport, pour la plupart, avec les tâches qui correspondent aux usages quotidiens des outils numériques. Je vais détailler un petit peu cet argument, mais ce que je vais vous dire, c'est extrêmement simple et ça, on n'a pas du tout à attendre de numérique. Le fait, par exemple, que des gens utilisent un stylo-bille tous les jours ne veut pas dire qu'ils vont rédiger des dissertations philosophiques tous les jours. On confond l'utilisation d'un outil et les tâches scolaires, et c'est là-dessus que repose le grand malentendu du mythe des digital natives. Alors, je prends un exemple qui date d'une dizaine d'années, où déjà on s'était intéressé à ça à propos des lecteurs MP3 en classe de langue. On avait regardé avec des lycéens qui avaient déjà des lecteurs MP3, utilisaient quotidiennement des lecteurs MP3, la façon dont ces lycéens, en classe d'allemand, donc c'était des germanistes allemands de première langue, écoutaient un document sonore en allemand avec la consigne d'écouter le mieux possible, revenir en arrière autant que nécessaire, réécouter autant de fois que nécessaire pour bien comprendre ce document. Et vous voyez à l'écran la technique qu'on a utilisée. On a enregistré l'écoute, c'est-à-dire chaque fois que l'élève avait une action sur le lecteur MP3, chaque fois qu'il réalisait une action, on a codé, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, le moment de début de cette action, le moment de fin de cette action et la durée de cette action. Et donc on a codé ainsi
tout ce que faisaient les élèves pendant qu'ils écoutaient ce document sonore en allemand. Puis, on a tout simplement mis en relation la façon dont ils écoutent le document en allemand et la façon dont ils comprennent le document en allemand. Vous voyez, une chose extrêmement simple. Alors, si vous regardez sur la diapositive suivante, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur l'axe des abscisses le temps de l'écoute du document et sur l'axe des ordonnées la durée du document, le temps du document lui-même. Donc là, vous voyez, pendant 251 secondes, un élève écoute un document sonore de 251 secondes, puis vous voyez, il revient au départ, il fait une écoute qui va jusqu'à la 6e seconde, puis il fait une pause, puis il revient au début, puis il fait une pause, etc., etc. Donc, vous voyez, ici, on a un élève qui écoute le document en entier, revient au début et fait une deuxième écoute avec beaucoup de pauses. Ici, on a un élève qui fait le contraire, il fait une première écoute avec des pauses, c'est le type 2, et puis, vous voyez, il fait 2 écoutes intégrales. En bas à gauche, vous voyez un élève qui fait une écoute intégrale, il revient au début, une deuxième écoute intégrale, il fait absolument aucune pause, aucun retour en arrière. Et enfin, vous voyez en bas à droite, un élève qui fait une écoute du document sonore sans jamais écouter le document dans son intégralité. Il écoute le document en faisant des pauses. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement essayer de voir s'il y avait une relation entre la façon dont les élèves écoutent le document sonore et la façon dont ils le comprennent. Il y a une relation, elle est très simple. Par exemple, les élèves qui ont cette stratégie d'écoute sont souvent très peu efficaces. Les élèves qui ont cette stratégie d'écoute sont très efficaces. Ceux-là, c'est pas mal. Ceux-là, en bas à droite, c'est des élèves qui retiennent beaucoup les mots du document, les aspects superficiels. Ils ont du mal à accéder au sens. Là, en bas à gauche, quand on regarde ces élèves à qui on donnait un lecteur MP3, et vous voyez, en quelque sorte, ils n'utilisent pas le lecteur MP3 puisqu'ils ne font aucune pause, aucun retour en arrière. Et ils comprennent mal le document. Mais qu'est-ce qu'on a, à part quelques-uns qui comprennent très bien? Qu'est-ce qu'on a dans ce groupe-là? On a surtout des élèves qui sont de très bas niveau en allemand. Et c'est le fait d'être en grande difficulté en allemand qui, sans doute, fait qu'ils se sont retrouvés en quelque sorte à devoir gérer 2 activités exigeantes en même temps, comprendre la langue et décider de la façon dont ils utilisaient le lecteur MP3. Vous voyez, on a beau être digital native, ce qui est prédicteur de la façon dont vous allez utiliser le lecteur MP3, c'est votre niveau en allemand. C'est pas le fait que vous ayez ou pas un lecteur MP3 que vous utilisez tous les jours pour écouter de la musique. Je veux dire quelque chose de très simple, c'est que utiliser un lecteur MP3 pour écouter de la musique n'a à peu près rien à voir à utiliser un lecteur MP3 pour écouter un document sonore en classe. Écouter un document sonore en classe d'allemand pour essayer de le comprendre est une tâche spécifique qui ne correspond absolument pas aux usages quotidiens des lecteurs MP3. Une dernière chose pour finir, et pour être honnête avec vous, dans cette étude, nous avons fait une erreur, c'est que nous avons maintenu dans notre échantillon des élèves qui étaient germanistes natifs, c'est-à-dire qui sont nés en Allemagne et dont l'allemand est la première langue, le français est leur deuxième langue, mais ils sont scolarisés en France. Et ces élèves qui ont participé à cette expérience, ils ont utilisé des stratégies de type 3, eux, pour une raison complètement différente, c'est que c'est tellement facile pour eux de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de faire de stop ni de retour en arrière. Vous voyez, encore une fois, c'est le niveau de maîtrise dans la langue qui a un effet sur la stratégie d'utilisation et pas d'autres facteurs. Donc je crois que on pourrait, et si vous souhaitez, lors des questions, on pourra échanger sur d'autres mythes, qu'ils soient des enthousiasmes, qu'ils soient des craintes liées au numérique. Mais je crois que pour comprendre la place du numérique à l'école, il faut revenir sur des choses assez simples concernant les apprentissages scolaires et qu'on oublie ces bases
quand on essaye de réfléchir au numérique. En tout cas, souvent, me semble-t-il, on oublie ces bases. Une façon très très basique qu'on peut utiliser pour parler des apprentissages scolaires, c'est de dire qu'en gros, les humains sont capables d'apprendre de différentes manières, des connaissances différentes, et une des distinctions qu'on peut faire dans les connaissances que les humains apprennent, c'est qu'ils sont capables d'apprendre des connaissances primaires, c'est-à-dire les connaissances que Homo sapiens apprend depuis le début d'Homo sapiens. J'ai sur ce tableau, je ne sais pas s'il est visible pour vous, mis des exemples de connaissances qu'on est capable d'apprendre par le simple fait de grandir, comme les expressions du visage, le langage oral, les comportements non verbaux, etc. Autrement dit, nous, humains, nous sommes capables d'apprendre à parler notre langue maternelle, que nous grandissions dans une société avec école ou sans école. Nous sommes capables d'apprendre à reconnaître des visages sans jamais avoir eu de cours de reconnaissance de visage. Okay, ces apprentissages-là, ils sont adaptatifs. Il suffit de grandir dans un contexte où les humains parlent français, et c'est le français que vous apprendrez à parler. Si vous grandissez dans un contexte où les gens parlent anglais, ben vous apprendrez l'anglais. Si vous grandissez dans un contexte bilingue, vous serez bilingue, etc. Et les humains ont aussi la capacité d'apprendre des connaissances secondaires, et c'est-à-dire des connaissances qui viennent d'apparaître dans l'espèce humaine, comme la philosophie, comme les mathématiques, hein, des connaissances très très récentes qui ont 5-6 000 ans pour les plus anciennes d'entre elles, et ils sont capables d'apprendre, parmi les connaissances secondaires, je voudrais attirer votre attention là-dessus, ils sont capables d'apprendre des connaissances, les humains, même si elles ne sont pas immédiatement utiles. Et ça, c'est sans doute une caractéristique de notre espèce, notre capacité à apprendre une connaissance alors qu'elle n'a pas d'utilité immédiate, alors qu'elle prendra sens dans quelques mois, dans quelques années. C'est intéressant de faire cette distinction parce que, au plan des processus cognitifs, les apprentissages adaptatifs de connaissances primaires et les apprentissages non adaptatifs de connaissances secondaires subissent des contraintes très différentes. Par exemple, les processus attentionnels sont très peu mobilisés dans la première colonne, alors qu'ils jouent un rôle absolument fondamental dans la seconde colonne, un rôle tellement important que si on n'est pas attentif, on ne peut pas apprendre de connaissances secondaires. Les apprentissages dans la première colonne sont inconscients, sans effort, ils sont rapides, alors que de l'autre côté, ils sont conscients, ils nécessitent des efforts, ils sont comparativement extrêmement lents. Les apprentissages de connaissances primaires sont fondés par définition sur l'immersion. Les principaux moteurs des apprentissages sont les interactions sociales, les interactions entre pairs, l'exploration de l'environnement et le jeu. Et ça, chez tous les mammifères sociaux, vous observez ces trois activités, les interactions sociales, l'exploration de l'environnement et le jeu. On a là des moteurs d'apprentissage qui sont pas spécifiques à l'espèce humaine, mais que nous partageons avec beaucoup d'autres espèces. Du côté des connaissances secondaires, il y a deux grandes façons d'apprendre. Soit vous avez besoin d'un enseignant, soit vous avez une pratique quotidienne délibérée qui est par exemple fondée sur une passion personnelle. Vous avez une passion pour le jeu des échecs et c'est votre passion, votre grand intérêt pour cette pratique-là qui fait que par vous-même, vous pouvez apprendre, sans doute jamais aussi bien que si vous avez quelqu'un pour vous enseigner, mais on peut apprendre par soi-même à condition que cet apprentissage soit intense, inscrit dans la durée. Du coup, la motivation ne joue à peu près aucun rôle dans les apprentissages primaires, alors que dans les apprentissages secondaires, on a soit une motivation interne très forte, c'est ce que je viens d'évoquer, soit le plus souvent, on a besoin d'une motivation extrinsèque, on a besoin d'être soutenu par nos parents, par nos enseignants, par nos pairs, pour apprendre des connaissances dont on ne perçoit pas toujours l'utilité, puisque par définition, ces connaissances n'ont pas d'utilité immédiate. Une dernière chose, c'est que les apprentissages de connaissances primaires se généralisent très très facilement à une vitesse ahurissante, et d'ailleurs ça nous fait souvent faire des bêtises, cette capacité que nous avons à généraliser les connaissances primaires.
Du côté des connaissances secondaires, les processus de généralisation fonctionnent très mal si vous n'avez pas un enseignant pour conduire avec vous le processus de transfert de connaissances et de généralisation de connaissances. Eh bien, comme élève, enfant ou adulte, vous avez tendance à laisser la connaissance dans la tâche, dans le contexte où vous l'avez apprise au départ. Autrement dit, les apprentissages scolaires ont un certain nombre de caractéristiques qui font que ces apprentissages-là ne ressemblent pas à d'autres apprentissages, et beaucoup de choses que l'on dit sur les apprentissages en général ne concernent pas les apprentissages scolaires, et donc réciproquement, beaucoup de choses qu'on dit sur les apprentissages scolaires sont fausses si on ne prend pas en considération la spécificité des apprentissages scolaires par rapport à d'autres apprentissages. Et donc cette diapo est juste un résumé de ce que je disais précédemment, et je voulais juste attirer votre attention sur ce que j'ai mis en rouge dans la diapo, qui est que pour beaucoup d'apprentissages scolaires, on peut ajouter une spécificité, c'est la distinction entre la tâche, ce que je fais faire à mes élèves, et la connaissance, c'est-à-dire ce qu'ils vont apprendre en réalisant la tâche. Pour le dire autrement, quand je vois les apprentissages adaptatifs, j'apprends ce que je fais et je fais ce que j'apprends. Dans les apprentissages adaptatifs, il n'y a pas de distinction entre le moyen d'apprendre et le but d'apprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dans les apprentissages académiques, vous pouvez souvent distinguer la tâche. Je donne à mes élèves tel problème de maths à résoudre, et le but, je veux qu'à travers la résolution de ce problème, ils comprennent le théorème de Pythagore. Donc il y a souvent la possibilité de distinguer la tâche, ou parfois ce qu'on appelle l'activité qui est proposée aux élèves, et le but, c'est-à-dire la construction des connaissances. Et ça va être important pour la suite. En effet, quand on s'intéresse à ces tâches, c'est-à-dire ces moyens d'apprendre, on n'est pas sur les objectifs de l'école. Là, on est sur qu'est-ce qu'on fait à l'école pour apprendre. Là, on voit que dans les écoles, aujourd'hui, il y a un certain nombre de tâches qu'on peut catégoriser comme ça. On peut appeler cette première catégorie les tâches d'études, vous pouvez l'appeler autrement si vous souhaitez, les tâches de résolution de problèmes, les tâches de recherche d'informations qui m'intéressent tant, les tâches de production, rédaction, dissertation, réalisation d'objets techniques par exemple, les jeux, et puis toutes les combinaisons entre les tâches. Quand on regarde ces tâches, il y a quelque chose, en tout cas, qui nous a fascinés quand on a fait ce travail de catégorisation des tâches scolaires, c'est qu'il est à peu près probable que toutes ces tâches existaient déjà il y a 100 ans. Malgré toutes les choses absolument incroyables, toutes les innovations absolument incroyables qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, quand on regarde les tâches scolaires, on a du mal à voir de la nouveauté. Bien entendu, ce qui a changé, c'est l'importance des tâches. Certaines tâches étaient très importantes il y a un siècle, elles sont secondaires aujourd'hui. Certaines tâches ont un grand intérêt aujourd'hui, elles sont considérées comme majeures alors qu'elles étaient mineures. Mais en tout cas, je prétends que ce qui se passe à l'école de fondamental, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à faire apprendre les élèves en leur faisant faire quelque chose, c'est sans doute un domaine dans lequel nous avons énormément de mal à innover, tout simplement peut-être parce que ce qui s'y passe est absolument fondamental, et ce qui s'y passe, ça fait quand même 2500, 3000 ans, peut-être un peu plus, qu'on essaye d'y réfléchir et qu'on essaye de le rationaliser. Et cette entrée sur les tâches, je crois que on peut la nuancer. Vous voyez, le travail qu'on a fait sur la catégorisation des tâches date de 2012. Et 2 ans après, il y a des collègues qui sont venus faire quelque chose que je trouve plus intelligent et plus porteur que ce qu'on a fait. Ce sont 2 collègues américaines qui ont dit, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans une classe, il faut distinguer la tâche et l'engagement dans la tâche.
Elles appellent engagement dans la tâche tout simplement la façon dont les élèves mobilisent leur capacité cognitive pour apprendre. Elles ont distingué 4 niveaux. Un niveau qu'elles ont appelé passif, c'est quand les élèves sont focalisés sur des explications, ils reçoivent des explications, ils accordent de l'attention. Je suis pas sûr que le mot passif soit heureux, mais c'est celui qu'elles ont utilisé. Un deuxième qu'elles ont appelé actif, c'est quand les élèves font quelque chose physiquement, ils manipulent, on les voit faire quelque chose. Un troisième niveau qu'elles ont appelé constructif, et que les élèves, en gros, font des hypothèses, font des inférences, comprennent plus que ce qu'on leur a expliqué, ils découvrent par eux-mêmes. Et un quatrième niveau qu'elles ont appelé interactif, c'est quand les élèves collaborent pour mettre en œuvre des apprentissages de niveau 3 ou de niveau 2, par exemple en confrontant des hypothèses, en élaborant ensemble un processus de découverte. Et ce qu'ont montré ces deux collègues, c'est, me semble-t-il, 3 choses importantes. La première chose, c'est que dans les apprentissages scolaires, toute chose égale par ailleurs, quand les élèves sont engagés au niveau 4, c'est plus efficace qu'au niveau 3, plus efficace qu'au niveau 2 et plus efficace qu'au niveau 1. Il y a une relation hiérarchique entre ces niveaux d'engagement. La deuxième chose qu'ont montré ces auteurs américaines, c'est que engager les élèves au niveau 4, c'est plus exigeant qu'au niveau 3, qui est plus exigeant qu'au niveau 2, qui est plus exigeant qu'au niveau 1. Plus exigeant, ça veut simplement dire que ça prend plus de temps. Les élèves vont devoir être plus concentrés. Le risque de perdre les élèves les plus en retard scolairement, qui ont le moins de connaissances dans le domaine, le risque est plus grand. Donc on a à la fois plus d'efficacité et plus d'exigence quand on monte dans ces niveaux d'engagement des élèves. Une conséquence de ça, c'est que si mon objectif d'apprentissage est par exemple tout à fait atteignable avec un engagement de niveau 2, ça sert à rien de monter au niveau 3. Si les élèves sont tout à fait capables d'apprendre ce qu'il faut apprendre en étant engagés au niveau 3, ça sert absolument à rien de les amener au niveau 4. Ça, c'est la deuxième chose que ces auteurs ont montré en reprenant la littérature sur les apprentissages, essentiellement la littérature du XXe siècle. Elles ont montré une troisième chose, c'est que les tâches dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les tâches dont j'ai parlé tout à l'heure, les premières tâches de mon tableau, qui sont peut-être réputées les moins intéressantes, en fait sont compatibles avec les 4 niveaux d'engagement. Écouter un cours, ça peut être réalisé au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. C'est le métier d'enseignant qui va engager les élèves dans une activité d'écoute de cours au niveau 1, 2, 3 ou 4. Lire un texte, ça peut être réalisé au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. Et donc je crois que ces deux auteurs ont fait pour nous quelque chose d'extrêmement important, alors que c'est extrêmement basique ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte, c'est, je crois, ce que les enseignants se posent comme question tous les jours, au moment où ils conçoivent leurs activités. Elle dit juste, voilà, dans la conception des activités, on peut distinguer 2 choses, la tâche elle-même et l'engagement dans la tâche. Je crois que c'est un point qui est extraordinairement important pour la suite de mon exposé. En effet, si on revient au mythe que j'ai évoqué tout à l'heure, un des mythes les plus répandus, c'est le fait que le numérique va modifier le statut des savoirs, le statut des enseignants et le statut des élèves. Et je crois que ce que je viens de vous présenter sur les apprentissages scolaires, me semble-t-il, peuvent permettre de remettre fondamentalement en cause cette affirmation. Je crois que les connaissances scolaires sont plus nécessaires que jamais, parce que les connaissances scolaires, c'est ce qu'on ne peut pas apprendre en grandissant. On apprend à l'école quand grandir ne suffit pas. Utiliser Wikipédia tous les jours, ça suffit pour utiliser Wikipédia tous les jours.
utiliser Wikipédia tous les jours ne permet pas de comprendre Wikipédia. Et si vous n'avez pas un enseignement sur cet objet-là, par vous-même, ça va être très compliqué d'apprendre. Et ne pas comprendre les modèles éditoriaux qui sont à l'œuvre dans Wikipédia et dans d'autres dispositifs de production documentaire, c'est sans doute extrêmement dangereux pour les citoyens de nos sociétés aujourd'hui. Et donc, contrairement à ce que dit le mythe, je crois que les connaissances secondaires, les connaissances qui viennent d'apparaître dans notre espèce, sont de plus en plus nombreuses. Nous avons de plus en plus de connaissances produites par des scientifiques, produites par des ingénieurs, produites par des innovateurs. Et le fossé entre les connaissances primaires et les connaissances secondaires ne cesse de grandir. Pour le dire autrement, un élève qui quittait l'école avec un niveau 5e, il y a 50 ou 60 ans, c'était tout à fait possible d'avoir une vie professionnelle, économique, culturelle, citoyenne, familiale même. Aujourd'hui, si vous quittez l'école avec un niveau 5e, vous allez être pénalisé au niveau professionnel, social, culturel, financier, et même les études le montrent, votre vie de famille va être profondément impactée par le dessus. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les connaissances secondaires ont de plus en plus d'importance, c'est-à-dire toutes ces connaissances qu'on apprend soit par enseignement, soit parce qu'on a une passion personnelle qui nous permet de les apprendre. Et donc je crois que ce mythe numéro 8 est sans doute un des plus faux qui est répandu à l'heure actuelle, et il ne cesse d'être répandu, y compris par des gens très intelligents, et je crois que c'est exactement le contraire de ce qui est en train de se passer. Donc je crois que pour comprendre la place du numérique à l'école, il est nécessaire d'avoir un point de vue un peu clair sur ce que sont les apprentissages scolaires et les connaissances scolaires. Je vous ai présenté un point de vue dans ce deuxième phase de mon exposé. Bien entendu, ça n'est qu'un point de vue. Vous pouvez avoir un point de vue complètement différent sur les apprentissages scolaires, mais j'ai essayé de vous montrer comment, à partir d'un point de vue sur les apprentissages et les connaissances scolaires, on peut mieux penser la place du numérique. Ces deux premiers chapitres de mon exposé vont me permettre d'aller vers le troisième, qui est très très simple, qui est que quand on essaye de dire des choses générales sur le numérique, comme ça améliore la motivation, ça améliore les apprentissages, ça améliore je ne sais quoi, on a chaque fois des résultats qui sont extrêmement nuancés, et ces grandes affirmations ne tiennent absolument pas la route. Ce qu'on essaie de faire avec les collègues de l'Académie de Toulouse, là je parle le groupe des formateurs numériques de l'Académie de Toulouse, c'est un peu le chemin inverse. C'est qu'au lieu de se demander que peut apporter le numérique, on est parti, à la suite d'une collègue de Grenoble qui s'appelle Erika De Vries, on est parti de ce qu'on appelait de ce qu'elle a appelé, les fonctions pédagogiques. C'est-à-dire, on est parti de situations de classe, sur des tâches et des engagements dans les tâches. Par exemple, faire émerger des idées au début d'un projet, écrire de façon collaborative, prendre des notes, résoudre un problème mathématique, etc. Donc, on prend des situations typiques, j'ose plus appeler ça tâches, des activités typiques qu'on trouve dans les classes. Et pour chaque activité, on essaye de recenser les outils numériques qui existent et qui sont censés favoriser cette activité. Par exemple, si je prends écrire de façon collaborative, je vais trouver des outils. Si je prends l'activité prise de notes, je vais trouver des outils. Résoudre un problème mathématique, je vais trouver des outils, etc., etc. Et une fois qu'on a identifié des fonctions pédagogiques, là vous avez juste quelques exemples, et puis les outils qui existent, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller dans les bases de données scientifiques et voir s'il existe de la littérature. Est-ce qu'il existe des recherches sur, par exemple, l'utilisation des logiciels de traitement de texte
dans la prise de notes? Est-ce qu'il existe des recherches sur l'utilisation des logiciels d'écriture collaborative sur des tâches d'écriture collaborative en classe, etc., etc. Quelle littérature y a-t-il sur l'effet de l'utilisation de la calculatrice pour les tâches de résolution de problèmes en classe de mathématiques? Et quand on se pose les questions de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a une fonction pédagogique qui est à peu près définie et des outils qui sont à peu près définis, ben on peut faire une revue de la littérature qui, ligne par ligne, nous permet de voir s'il y a des plus-values ou pas de plus-values. Par exemple, j'attire votre attention sur la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3. Aujourd'hui, les logiciels d'écriture collaborative rendent possible la tâche, écrire de façon collaborative, avec des tailles de groupe qui peuvent aller jusqu'à 10-15 élèves. Chose qui était impossible avant d'avoir ces logiciels. On pouvait faire écrire les élèves de façon collaborative jusqu'à 3 ou 4 élèves, mais matériellement, c'était très difficile de faire écrire les élèves dans des groupes plus importants. Si je prends une autre tâche, comme la prise de notes, ben, pour l'instant, les logiciels de traitement de texte aboutissent à une détérioration de la tâche de prise de notes. En l'état actuel des connaissances, les élèves prennent des notes de meilleure qualité quand ils écrivent à la main que quand ils utilisent un traitement de texte. Et donc, vous voyez, avec cette approche qui est vraiment centrée dans la porte d'entrée et la fonction pédagogique, on peut en quelque sorte dessiner un panorama des plus-values du numérique, un panorama point à point qui montre que deux activités qui peuvent sembler proches, comme la prise de notes et l'écriture collaborative, en réalité présentent des plus-values très différentes. Donc ça va me permettre d'aller vers la conclusion, si vous continuez de m'entendre, ça va? Sous quelles conditions le numérique améliore-t-il les apprentissages scolaires? En première approximation, de façon très très simple, on peut dire qu'un outil numérique, pour qu'il trouve sa place dans les classes, ben, il faut qu'il soit utile aux apprentissages, qu'il améliore les apprentissages et qu'il soit perçu comme utile. Il faut qu'il soit facile à utiliser et perçu comme facile à utiliser. Et en gros, quand ces conditions sont remplies, en gros des conditions d'efficacité et des conditions d'utilisabilité, ça ne suffit pas pour que l'outil trouve sa place dans les salles de classe, pour qu'il trouve sa place dans les salles de classe ou dans les CDI ou les centres d'information d'orientation, que je parle des lieux d'éducation au sens large. Pour qu'il trouve sa place, il faut qu'il soit compatible avec les contraintes. Les contraintes d'organisation du temps, d'organisation de l'espace, d'organisation des tâches, des activités au sein des classes et d'organisation des relations entre les individus. Je vous donne un seul exemple. Il y a quelques années, on a été sollicité, il y a 12 ans, on a été sollicité par une entreprise qui développait un logiciel pour les psychomotriciens et les orthophonistes dans le domaine de la rééducation de l'écriture pour les élèves dyspraxiques. Ce logiciel est absolument fabuleux. Il permet d'analyser le tracé de l'élève et d'enregistrer en direct la force d'appui du crayon, la rotation du crayon, etc. Il y a 5 variables qui sont mesurées en direct et ces 5 variables sont enregistrées et données à la seconde près au rééducateur ou à la rééducatrice qui accompagne l'élève dans cette activité de rééducation. C'est un logiciel, du point de vue de l'utilité, c'est absolument indiscutable. Du point de vue de l'utilisabilité, c'est absolument indiscutable. Il est très bien fait et très efficace, ce logiciel. Et l'entreprise vient nous voir en nous disant, voilà, nous, ça marche très bien avec les orthophonistes, les psychomotriciens. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on s'attaque au marché de l'éducation nationale? Est-ce qu'on vise les classes de grande section maternelle, les classes de cours préparatoires? Donc, ils nous ont demandé de faire une étude et on a vu dans cette étude que ce logiciel qui est absolument fabuleux n'a absolument pas sa place dans les salles de classe parce que la façon d'organiser le temps dans les apprentissages de l'écriture, d'organiser les espaces, il y a 12 ans, à l'époque il n'y avait pas encore de tablettes,
est absolument incompatible. Autrement dit, ce qui marche très bien avec un enfant et un rééducateur dans un cabinet d'orthophonistes n'a absolument pas sa place dans une classe où il y a 30 élèves et un enseignant en train d'enseigner les compétences de base dans le domaine du graphisme en grande section et en CP. Donc voilà, pour conclure, je crois que quand nous concevons une situation d'enseignement, quand nous concevons un scénario pédagogique, nous réfléchissons généralement au but d'apprentissage, à la progression, aux tâches, aux engagements dans les tâches, au support sur les tâches, à la façon dont nous allons réguler les apprentissages et évaluer les apprentissages. Et je crois que les apports du numérique sont surtout à chercher du côté de ce point 5, les supports pour les tâches. Du côté de l'engagement dans les tâches, j'ai essayé de vous montrer que les plus-values étaient modestes. Du point de vue de la modification des tâches, j'ai essayé de vous montrer que les différences étaient souvent très modestes. Du point de vue, bien entendu, des buts d'apprentissage, les outils numériques nous présentent bien entendu de nouvelles exigences, de nouveaux défis. Et donc, les plus-values, si nous avons à les chercher, c'est ici. Et en mettant les plus-values à cet endroit-là, en mettant le numérique à cet endroit-là, en le considérant comme un outil et uniquement comme un outil, j'ai essayé de vous montrer à la fin de l'exposé qu'on pouvait voir des plus-values souvent très intéressantes à condition de les voir de façon ponctuelle. Voilà. La conclusion, c'est pas une conclusion, c'est juste un résumé de tout ce que je vous ai dit pendant cet exposé. Et donc, je vous remercie pour votre attention parce que je vous voyais pendant tout l'exposé et j'ai vu que vous étiez attentifs. Merci. Mieux. Est-ce que ça marche maintenant ou... Est-ce que tu nous entends? Non. Bon, donc on va être obligé de faire comme on avait fait tout à l'heure. C'est toi qui vas rediriger les questions? Non, mais... On va poser une ou deux questions ou trois, enfin, faut pas qu'on... Alors, en termes de... il faut venir ici, poser la question. Non, vous m'entendez là? Oui, sauf que là... D'accord. Il faut poser la question, on branche et il répond. Voilà. L'idéal, ce serait de venir ici. Qui veut poser la première question? Non? Oui? Non, il n'entend pas là. Non, alors là, c'est encore pire que tout. Donc voilà, on a vécu en direct l'utilisation de l'outil numérique. On a pu, donc, ce que je viens de discuter avec la collègue juste à côté, je me suis dit que finalement c'était prévu d'avance cet échange. Et en fait, non, c'était pas prévu. Et donc là, bon, voilà, l'outil numérique, il fonctionne bien parce qu'on a un écran, on avait une superbe, le son super bon, un déroulé synthétique de l'exposé, bon, puis une pédagogie au niveau de la présentation. Enfin, voilà, tout était bien, mais malheureusement, l'outil n'est pas toujours aussi efficace. On n'a pas toujours le son, l'image, la synthèse, tout en même temps. Voilà. Donc effectivement, l'outil a ses limites à certains moments. Quoi. Voilà. C'était juste une remarque. Alors, t'es branché. Je viens prendre la parole si vous m'entendez. Oui. Merci pour cette remarque. Je la crois vraiment importante parce que quand on s'intéresse aux plus-values du numérique, je crois qu'il faut être attentif aux points de comparaison. Et je crois que ce que nous avons vécu là en direct, qui est un effet du virus que j'ai attrapé il y a 3 jours et pas du tout un effet de ma volonté, je crois que la présentation que je vous ai faite aurait été bien meilleure si j'avais été avec vous. Mais la présentation que je vous ai faite
et était bien meilleur que si j'avais juste eu un téléphone. Bien meilleur que si on avait enregistré la vidéo auparavant. Bien meilleur que si je vous avais donné un texte avec juste ce que je vous disais à l'écrit. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment un truc hyper important dans le numérique. Vous voyez, il y a beaucoup d'outils numériques, quand on les compare aux situations de classe, on dit, ben, attends, la situation de classe, elle est 1000 fois meilleure, bien entendu. C'est bien mieux d'apprendre en classe que d'apprendre via des outils comme ça. Par contre, si vous comparez les solutions numériques d'aujourd'hui au CNED tel qu'il fonctionnait il y a 20 ans, avec envoi papier. Bon, j'ai vécu en Australie à une époque où mes enfants recevaient les cours du CNED par la poste. Une fois tous les 15 jours, il y avait que de l'écrit, il y avait une interactivité très faible, etc. En dehors de l'immense qualité du contenu des cours, l'interaction, la possibilité d'échanger était extrêmement réduite. Vous voyez, donc, selon le point de comparaison, vous prenez les courriers du CNED ou vous prenez la salle de classe, bien vous allez dire le numérique détériore les choses ou le numérique améliore les choses. Et c'est vraiment cette question des points de comparaison. Ça peut vous sembler naïf, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais je crois que souvent on oublie de dire, attendez, c'est mieux ou c'est moins bien par rapport à quoi? Oui, moi j'avais une petite question par rapport à ces 4 niveaux, passif, actif, constructif, interactif. Donc on entend beaucoup parler de la classe inversée actuellement, des MOOC, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que voilà, de plus en plus dans la formation, il y a des manques en termes de formation dans certains domaines, et on va chercher du côté des MOOC, on va chercher... Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Est-ce que ça va révolutionner la formation continue? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez, vous, si vous êtes plus averti. Ouais. Merci pour cette question aussi qui est importante et qui a encore une histoire de point de comparaison. Les MOOC, si on regarde, en gros, les MOOC, c'est une stratégie marketing des grandes universités américaines pour tuer les petites universités américaines. En gros, c'est les universités tellement riches qu'elles pouvaient créer leur MOOC, essayer d'attirer encore plus d'étudiants qui payent 30 000 $ l'année et pour avoir des parts de marché encore plus grandes par rapport aux petites universités américaines. C'est essentiellement de ça que viennent les MOOC et il ne faut pas l'oublier. Maintenant, si je prends, et que je vais regarder du côté important, si je prends des, on va dire, adolescents, lycéens, hospitalisés, un gosse qui passe 6 semaines à l'hôpital. Voilà, pendant 6 semaines, il ne peut pas être en classe. Physiquement, il ne peut pas être en classe. Sans doute qu'un MOOC va permettre à cet élève-là, ou un robot de téléprésence, vont permettre à cet élève-là, pendant les 6 semaines où il sera hospitalisé, d'avoir quelque chose qui est de meilleure qualité que simplement ses camarades qui lui envoient des photocopies des notes prises pendant les 6 semaines de son absence. L'idée, c'est simplement ça. Autrement dit, si vous regardez les MOOC de façon générale, on est sur des taux d'abandon qui sont de, selon les MOOC, 80-95%. C'est absolument pas satisfaisant si ce qui vous intéresse, c'est des élèves de 4e. Une classe de 4e, ça marche pas avec 90% d'abandon. Notre boulot, quand on a des élèves en 4e, c'est d'en amener 100% à la fin de l'année. Je dis pas 100% en classe de 3e, encore que mais voilà, on ne peut pas comparer un MOOC avec une situation de classe. Sinon, les MOOC, c'est tout pourri si on les compare à des situations de classe. Ok? Si c'est une stratégie marketing, c'est une stratégie marketing qui a peut-être marché, mais je ne suis pas un spécialiste du marketing, donc je ne sais pas.
Si en revanche, voilà, on dit attention, les MOOC, c'est pas du tout fait pour remplacer quoi que ce soit, c'est machin, etc. Mais c'est un dispositif parmi d'autres qui permet à des personnes empêchées, pendant la durée de leur empêchement, d'accéder à tel dispositif de formation, alors il y a des plus-values qu'on peut trouver de ce côté-là. Et c'est un peu le problème auquel nous nous attaquons quand on s'intéresse, comme moi, aux technologies de la communication et de la mémoire dans le domaine de l'éducation. C'est ces espèces d'effets de mode, vous voyez, qui font qu'on s'est mis à croire que les MOOC étaient des dispositifs qui allaient résoudre tout un tas de problèmes et permettre de faire tout un tas de choses. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le domaine d'usage des MOOC, il est extrêmement restreint. Et sinon, en général, en dehors de ces usages restreints, il concerne une population qui est la population des personnes autodidactes, pour le dire rapidement. Et les personnes autodidactes ont toujours existé. Ce sont des gens extraordinaires, c'est admirable, etc. Mais moi, j'en fais pas partie de ces gens-là, quoi. J'ai pas les capacités. Et c'est un peu ça, je crois, qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que les effets de mode dans le domaine du numérique nous vendent un dispositif comme une solution générale à tous les problèmes. Vous voyez, la classe inversée, c'est un autre problème. La classe inversée, pour l'instant, on a très très peu de littérature scientifique dessus. On a très très peu d'études. Il y en a une qui doit bientôt sortir. Mais sinon, vous voyez, on a essayé de comparer des élèves qui en avaient affecté dans une condition classe inversée, d'autres dans une condition ordinaire, pour réaliser le même apprentissage dans les mêmes conditions, avec le même temps, etc. Vous voyez, contrôler un petit peu les variables et voir ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas cette littérature-là, donc c'est extrêmement difficile d'en parler. Après, si on regarde les choses d'un petit peu loin, je crois que la classe inversée a un immense intérêt, c'est de nous dire, vous voyez, quand on conçoit une situation d'enseignement, on a plusieurs variables sur lesquelles on peut agir. Il y en a une, c'est l'organisation du temps. L'autre, c'est l'organisation de l'espace. L'autre, c'est l'organisation des tâches et des engagements. Vous voyez, c'est juste nous rappeler ça, qui est de dire, quand on conçoit une situation d'enseignement, une chose qu'on organise, c'est le temps. Une chose qu'on organise, c'est l'espace. Et il n'y a aucune raison de rentrer dans des schémas qui est le temps, il est toujours organisé de telle manière, l'espace est toujours organisé de telle manière. Vous voyez? Alors, si c'est pour nous rappeler ça, bah oui, c'est intéressant de dire, quand vous enseignez, rappelez-vous, vous n'avez aucune raison d'organiser le temps comme la façon dont les profs organisaient le temps quand vous étiez élève. Il n'y a aucune raison d'organiser l'espace comme la façon dont les profs organisaient l'espace quand vous étiez élève. Voilà, il n'y a aucune raison de subir ça comme des contraintes, beaucoup plus à essayer chaque fois d'imaginer pour cet objectif précis, étant donné les élèves que j'ai, étant donné le temps total que j'ai 4 heures ou j'ai 12 heures pour faire cette notion. Eh ben, je vais utiliser au mieux ces 12 heures en organisant l'espace, en organisant le temps, et puis surtout en organisant les tâches, les activités au service de la construction de ce savoir. Pardon d'avoir été un peu long. Eh oui, merci, merci Monsieur Tricot. On va être obligé de continuer notre après-midi. On ne vous retrouvera pas pendant la table ronde parce que là ce serait compliqué. En plus, on n'est pas complètement au point au niveau numérique. On a quand même un petit branchement à faire à chaque fois, mais on progresse, on n'est quand même pas trop mauvais. Donc merci à vous d'avoir été avec nous.